une nouvelle vidéo avec cette fois-ci 3 titres. Un récit un petit peu autobiographique de la fameuse Malala Yousafzai, un roman sur les odeurs très joli en poche, paru il y a quelques mois, et un livre de voyage centré sur la Corée. Donc voilà, il n'y a pas trop de similarités entre ces livres-ci, mais il s'avère que ce sont 3 livres que j'ai lus les uns à la suite des autres. Du coup, on commence cette vidéo maintenant. Alors, le premier livre que j'ai lu, et c'est un des premiers que j'ai acheté à mon retour en France après 3 mois en Corée, c'est Trouver ma voie de Malala. Donc après moi, Malala, le prix Nobel de la paix 2014, Malala Yousafzai, qui est pakistanaise, qui à l'âge de 15 ans s'est fait tirer dessus par les talibans, et depuis elle vit en Angleterre. Et ben c'est son second livre, encore une fois autobiographique. Et c'était hyper intéressant parce qu'on découvre une autre facette de Malala, la fameuse jeune femme sérieuse, activiste, qui lutte pour le droit des jeunes filles à l'éducation. Dans ce livre-ci, qui est plutôt concentré sur ses 3 années d'études à l'université de Oxford, elle nous parle de sa vie universitaire, des soucis qu'elle a, au moment T, qu'est-ce qu'elle va faire de son futur, ses faits et gestes qui sont épiés par la planète entière, le rapport avec sa famille, son crush sur un jeune homme, les soirées étudiantes, le travail qu'elle doit fournir à côté avec sa fondation et qui lui fait rater les cours. Et on découvre vraiment la vraie Malala avec un récit écrit de façon très honnête, humaine, qui est émouvant, qui est drôle. On découvre une femme qui est effectivement très drôle, qui en fait a des soucis d'une jeune femme de son âge, et c'est pas une espèce de figure comme ça, fantasmagorique, vieille et tout. Et justement elle disait dans une interview sur Instagram, il y a petit aparté concernant ce livre-ci, mais elle disait qu'elle a 28 ans et que les gens ont tendance à penser que c'est une vieille femme, une vieille figure, une sage, et elle casse un petit peu ces clichés-là, et ça fait du bien. Alors, du coup, comment vous décrire ce livre-ci? Donc, centré sur ses 3 années à Oxford, on apprend qu'elle avait une garde rapprochée, parce qu'il faut savoir qu'elle est toujours en danger de mort, et que tous les gens sur la planète ne lui veulent pas que du bien, surtout certains pakistanais, et certains talibans qui aimeraient la voir morte. Du coup, elle était protégée à chaque fois. Elle a choisi du coup une spécialité philosophie économique et je ne sais plus quoi à l'université. C'est vraiment le grand bain des études supérieures. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire plus tard, mais ce qu'elle souhaite, c'est faire des études, chose qui n'est pas vraiment à la portée de toutes les pakistanaises, malheureusement. C'est sa découverte d'un autre monde, c'est ses amitiés avec des jeune fille, ce sont les soirées qu'elle découvre, auxquelles elle ne se rend pas très souvent parce que elle est épiée et tout ça, et parce qu'elle a quand même envie de réussir ses études. C'est son anxiété qui démarre, et c'est sa prise en main de cette anxiété en allant voir une psy, en acceptant une aide extérieure. C'est le rapport avec ses parents, et notamment avec sa mère qui est très conservatrice et qui veut que sa fille endosse, alors là il faut que je reprenne mes notes, je ne sais plus comment ça s'appelle, la tenue traditionnelle pakistanaise Pashtun, c'est le salwar kameez, qui comporte un pantalon large, une tunique ample et un foulard. Donc Malala s'y plie pour éviter les drames familiaux, mais elle aimerait être comme une jeune fille de son âge à la fac. Et apparemment ce qui est très drôle, c'est qu'elle s'est inspirée des tenues de Selena Gomez pour endosser des vêtements comme une jeune fille de 19 ans quoi. Et du coup un jour où justement elle a porté un jean lorsqu'elle faisait de l'aviron, ça a été un drame international, des Pakistanais, des journalistes ont dit c'est une pute, elle perd de ses traditions, machin, bref. Occupez-vous de votre cul, le jour où chacun s'occupera de soi, ce sera vachement bien. Elle est dans un pays libre en Angleterre, si elle n'a pas envie de porter son foulard, elle ne le porte pas. Elle n'a pas envie de porter la traditionnelle, elle ne la porte pas. Pourtant elle se plie quand même à ses règles. En public, elle porte à chaque fois quasiment la tenue traditionnelle, ou du moins un foulard, bref. Bref, j'ai eu vraiment une empathie envers elle, parce que en fait, quoi qu'elle fasse, elle va être critiquée.
C'est également son activisme qu'elle poursuit durant ses études. Du coup, jongler entre ses études qui sont difficiles parce que Oxford c'est une fac un petit peu premium et ses voyages d'affaires à droite et à gauche pour continuer de militer pour il y a l'importance il y a l'éducation pour les jeunes filles. Il faut savoir que c'est la seule rentrée d'argent il y a dans la famille. Il y a Malala, que sa mère y a parlé à peine anglais à cette époque, que son père parle bien anglais, qu'il était prof au Pakistan mais son diplôme n'est pas reconnu en Angleterre, qu'elle a 2 jeunes frères et du coup c'était vraiment la seule source de revenus. Du coup c'est aussi la pression familiale qu'elle a de rapporter de l'argent, enfin bref, elle avait vraiment un rôle, du moins à cette époque-ci, qui est pas évident du tout. C'est plein d'anecdotes à l'université qui sont hilarantes, qui sont émouvantes, qui sont drôles. C'est son crush pour un certain Asser, il y a pakistanais qui bossait pour une fédération de cricket au Pakistan, c'est leur relation à distance, c'est Malala qui se pose énormément de questions sur le mariage. Au début, elle ne voulait surtout pas entendre parler du mariage parce que pour elle, c'est vraiment la femme au foyer, la femme qui cuisine, qui s'occupe des gosses et qui est coincée, qui est privée d'éducation et qui est en marge de la société, ce qu'elle ne veut surtout pas. Mais heureusement, elle comprend qu'il y a une forme de mariage pour chaque couple et qu'elle n'est pas obligée de vivre à la pakistanaise, quoi. Donc voilà, c'est ses problématiques de vie, c'est ses victoires, c'est ses peines, c'est l'arrivée du Covid également qui lui gâche un petit peu la fin de sa 3e année, c'est le confinement, c'est les examens, c'est le stress, c'est également un petit peu le retour à ses racines pakistanaises, un pays qui lui manque énormément, duquel elle a été arrachée du coup à ses 15 ans, alors évidemment pour son bien, parce qu'elle était menacée de mort et qu'elle l'est encore, mais du coup à 15 ans, et lorsqu'elle a reçu une balle, elle s'est faite opérer en urgence à Birmingham, où depuis elle est restée. Et elle n'était encore jamais retournée au Pakistan, jusque quelques années plus tard, lorsqu'à je crois 19-20 ans, elle y retourne avec sa famille, mais encore une fois très protégée parce qu'elle est menacée. Donc voilà. C'est un récit profondément humain. Alors j'ai mis drôle parce qu'il y a vraiment des phrases hyper drôles. Elle dit « Je ne comprenais pas pourquoi il voulait y mettre quelqu'un qui mesurait 1,50 m et ne pouvait pas sourire correctement en parlant du Vogue British qu'il a fait, il a posé en couverture de leur magazine en juillet 2021. Je suis allée voir la couve, elle est incroyable, le shooting photo est sublime et du coup elle se dit « Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Je suis pas très jolie, je ne peux pas sourire. » Parce qu'il faut savoir qu'après... il y a la balle qu'elle a reçue, elle a eu en fait, il y a la moitié du visage qui était paralysé et depuis elle a subi plusieurs opérations et notamment aux États-Unis. Du coup on suit également ces opérations-ci dans ce récit. Elle va se faire opérer plusieurs fois, enfin c'est quand même assez intense quoi. Et elle dit également sur les hommes et sa conception du couple, elle dit quand l'honneur d'un homme repose sur le corps d'une femme, il n'hésite pas à lui ôter la vie pour retrouver sa dignité. En fait, elle râle, et elle a raison, parce que les gens la critiquent, parce qu'elle porte un jean, et elle fait savoir à son père, elle lui dit pourquoi mes frères ont le droit de porter un jean et pas moi. Surtout qu'ils vivent en Angleterre, elle est un petit peu libre de faire ce qu'elle veut, sauf qu'elle devient une figure du militantisme et l'activisme, et qu'elle reste une pakistanaise bien qu'elle vive en Angleterre, et du coup quoi qu'elle fasse, elle est critiquée. Bref, voilà. Elle dit par rapport au fait que les gens la prennent pour une sage, une espèce de figure mystique, elle dit la fille en chair et en os devant eux n'était pas aussi captivante que la jeune rêveuse sur le point de se prendre une balle dans la tête. Et également elle est assez surprise de la conception que les gens ont d'elle, parce que quand elle était plus jeune elle était assez turbulente, enfin bref c'était un petit peu le bout en train de service qui n'était pas très sérieuse. Du coup voilà, c'est la vraie Malala durant ses jeunes années à l'université. Je ne vais pas trop vous en dire, mais actuellement elle est mariée, donc on se doute qu'il y a un truc en rapport avec ça aussi. Je suis allée voir ses photos de mariage qu'elle décrit, qui sont superbes. Bref, c'est un livre qui est vraiment génial, qui s'adresse
aux femmes et aux hommes qui s'intéressent à la vie d'une femme vivante. C'est un récit qui s'adresse à tout le monde en fait, hommes, femmes, jeunes, vieux, enfin vraiment c'est hyper intéressant. Voilà, je lui mettrais facilement un 9,5 sur 10. Le second livre que j'ai lu, c'est L'appel des odeurs de Ryoko Sekiguchi. Ryoko Sekiguchi, elle est poétesse, traductrice et écrivaine japonaise vivant en France. Et ce livre-ci a été écrit en français. Certains, il y a de ses romans ont été écrits en japonais, mais celui-ci en français. Au début, il est paru aux éditions POL. Il est sorti chez Folio assez récemment et j'avais été particulièrement intéressée par cette magnifique couverture. Alors, le sujet du livre, comme son nom l'indique, ce sont les odeurs et le sens de l'odorat en particulier. On suit plusieurs femmes, plusieurs époques, plusieurs pays avec ce sens commun de l'odorat. On a plusieurs histoires qui vraiment sont en rapport et du coup j'ai eu du mal à déterminer au fil de ma lecture s'il s'agissait parfois d'une même femme dont on suit la vie ou si c'était plusieurs femmes et en fait ce sont plusieurs femmes. Mais parfois j'ai trouvé que c'était pas très clair. Alors j'ai beaucoup aimé le début du roman jusqu'à environ aux 3/4 parce que c'est divinement écrit, c'est beau, c'est doux, c'est poétique. On sent qu'elle a écrit effectivement des poèmes. C'est très beau, c'est une très belle plume. Franchement, chapeau, mais du fait que ce soit centré sur les odeurs et que ce sont des nouvelles, il y a forcément un petit peu cet aspect répétitif à mon sens. Voilà, encore une fois c'est personnel. Mais sinon c'était très beau, je pense que c'est un livre que je relirai un jour où je serai peut-être plus à même de recevoir cette poésie. En gros, on suit par exemple un homme qui est restaurateur qui du jour au lendemain ne peut plus sentir ses aliments, du coup qui arrête son travail parce que s'il ne sent plus, il n'a plus le goût quoi. C'est relié. On a une femme qui est au théâtre en Italie et qui sent une odeur incroyable mais elle ne sait pas d'où elle provient et ça la perturbe. On a une femme qui ne sent plus l'odeur d'une de ses amies. On a une jeune fille qui aide son père à imprimer des livres en Iran, un pays où plein de choses sont interdites. On a une femme qui porte un nouveau parfum et qui endosse un nouveau rôle à chaque nouvelle relation un petit peu qu'elle a. Bref, c'est complètement centré autour des odeurs. C'est vraiment très beau et ça m'a un petit peu rappelé le livre japonais le beurre de Manako de Asako Yuzuki, mais qui celui-ci était centré sur le sens du goût et c'est un petit peu similaire au niveau de ça. Vraiment un très beau roman et il y a écrit au dos un livre extraordinaire, singulier et poétique. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Je pense que je mettrai un bon 8 sur 10, même si je vous avoue que vers la fin, j'avais quand même hâte de le terminer. Et le dernier livre, c'est Corée Insolite. 365 infos pour découvrir la Corée, écrit par mon ami Mélissa. C'est son troisième livre qu'elle écrit sur la Corée. Le second, il est en haut là-bas. Vous le voyez souvent dans mes stories et son premier, je ne l'ai pas encore. Elle habite en Corée et dans ce livre-ci, vraiment, ciblé sur les personnes qui s'intéressent à la Corée, les curieux de la Corée, qui veulent y aller ou pas, ou juste être renseignés. Elle a trouvé du coup 365 anecdotes rangées par catégorie, par exemple, qui parlent de la nourriture, de l'identité, il y a l'art en Corée, l'aquaculture, le sport, enfin bref, il y a de thématiques différentes et elle a trouvé plein d'anecdotes, des trucs à savoir sur la Corée et en vrai, il y a même après 4 séjours et dont un séjour de 1 année entière, j'ai appris plein de choses. Franchement, c'était hyper intéressant et je l'ai lu quasiment d'une traite, enfin disons que je m'arrêtais pour lire également mon roman, mais c'était quasiment d'une traite et j'ai mis plusieurs jours. Hein. Franchement, il est hyper épais, donc vous en avez pour votre argent. Et à chaque fin de chapitre, elle vous pose un petit quiz avec des éléments
qui ont été mentionnés avant. Franchement c'est hyper intéressant. Je vous conseille vivement d'aller y jeter un oeil si la Corée vous intéresse ou si vous souhaitez l'offrir à quelqu'un pour qui la Corée l'intéresse. Voilà. Franchement j'ai adoré, c'est hyper intéressant. Je lui mettrai un 10 sur 10. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 3 livres que j'ai lus récemment. Un roman, un récit de vie et un livre voyage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme il y a d'habitude, on se retrouve sur le blog et sur Instagram. À bientôt, bye.